Une guerre civile, par exemple, sur une base raciale, par exemple aux États-Unis, ce serait totalement manipulé. Enfin, on le sait, il y aurait, là, ce serait un conflit triangulé, etc. Donc c'est malsain parce que tous les acteurs du conflit ne sont pas visibles. Donc je ne souhaite pas ça. Voilà. En revanche, une guerre civile où tous les acteurs sont visibles, c'est ça ce que j'appelle une guerre civile saine. Un peu idéaliste. Mais non, là, c'est mécanique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si le pouvoir central parisien commence à donner des ordres pour foutre en tôle ou pour attaquer, enfin pour réprimer les élus locaux, là, on est sur une base de guerre civile saine. C'est-à-dire où tous les acteurs sont visibles et tous les acteurs explicitent leurs raisons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout le même paysage cognitif, le même paysage psychologique, informationnel. Ce qu'il faut, c'est rendre cette guerre civile larvée au sein de l'État profond, au sein de l'État. Il faut la rendre visible. Donc quelque part, il faut pousser même en fait Paris à devenir de plus en plus despotique avec les régions. En fait, je pense qu'il faut garder l'esprit effectivement révolutionnaire, mais on n'en a pas les moyens, concrètement. Enfin, je veux dire, en tout cas, de faire une révolution, c'est-à-dire un putsch depuis la rue. Voilà, ça, faut oublier ça. En revanche, il faut mener une révolution au sein des institutions. En fait, là, la menace là qui nous tombe sur la figure là, en ce moment avec la dictature sanitaire est en train en fait de réveiller pas mal de monde, y compris parmi les pro-immigration, pro-LGBT. Un exemple. Là, ce qui se passe à Marseille est très intéressant. Le conseil municipal, enfin la mairie, en fait, a décidé de créer un conseil scientifique de Marseille pour, en fait, commencer à s'autonomiser par rapport au conseil scientifique géré à Paris. Parce qu'ils estiment à Marseille qu'en fait, le conseil scientifique, là, avec Delfrécy, Jérôme Salomon, etc., n'est pas du tout transparent sur les chiffres et donne même des faux chiffres. Donc là, en fait, on a les conditions d'une guerre civile au cœur même de l'institution. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Il peut pas, si on n'a pas les élus locaux avec nous, parce qu'on dit souvent il faut que la police rejoigne le peuple, mais les élus locaux, c'est suffisant. Du jour où il y aura une révolte des élus locaux, une révolution des élus locaux, qui passent leurs ordres aux forces de l'ordre. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin que les forces de l'ordre se désolidarisent du pouvoir. Il suffit que les élus locaux se désolidarisent de la gestion centralisée de Paris. Et donc là, moi, ce que je vois se dessiner, là, en ce moment... Partition. Oui, une partition, mais alors, non pas ethnico-culturelle, là, pour le coup, parce qu'on en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est une partition administrative. C'est-à-dire que des élus locaux commencent à envisager, effectivement, une autonomisation sur le plan légal, sur le plan juridique, par rapport à Paris. Ce qui est une excellente chose. Et la sédition, à terme ? J'espère. Là, effectivement, là, ce que je vois se mettre en place, et ça me donne de l'espoir, c'est en fait, finalement, la fin de Paris. La fin de l'État centralisé à Paris, qui est totalement pourri, on le voit bien. Donc il faut le détruire, cet État parisien, parigot. Et on aura un califat en Seine-Saint-Denis, alors ? Non, mais ils n'en ont pas les moyens. Enfin, on aura un califat en Seine-Saint-Denis si l'ambassade des États-Unis le veut, puisque c'est elle qui gère. Enfin, vous vous souvenez du projet Rifkin, enfin des câbles de l'ambassade là qui sont sortis en 2007 et 2010. Ça continue, Enfin, je veux dire, en décembre, il y a eu encore un article dans le Parisien pour dire, en fait, depuis 2007-2010, depuis que ça a été révélé par Wikileaks, ça n'a pas arrêté. L'ambassade américaine, enfin le département d'État américain, c'est-à-dire les affaires étrangères, sponsorise les minorités en France. Il se rajoute aussi dessus, si tu veux, le consentement à l'impôt, qui fonctionne plus si bien dans les provinces et qui est lié aussi à l'immigration, ça on le sait. C'est qu'à un moment donné, les gens doivent bien payer des impôts, mais ça dépend pour quoi faire. Donc là, il n'y a peut-être plus besoin aussi des États-Unis ou quoi que ce soit, c'est aussi structurel. Plus le temps passe, plus la proportion d'immigrés est importante, et donc moins le consentement à l'impôt est important. En fait, est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que le système peut continuer quand même, en étant avec de la fausse monnaie, quoi. Enfin, ce que fait la finance depuis avec de la planche à billets, genre. C'est peut-être justement ce qu'elle veut, la finance, parce que elle étend son emprise sur les États de cette manière-là. Oui.
En fait, on est vraiment dans une gouvernance par le chaos et par la destruction. Hein. Je veux dire, c'est quand Bill Gates répond, c'était pendant le confinement, là, en mars ou avril, je ne sais plus. Bon, il répond. Il expose dans un entretien écrit, en fait, sa vision de l'économie. C'est minimaliste, hein, en fait, fondamentalement. C'est quasiment du survivalisme. Ça m'a vraiment surpris. Là, je me suis dit, mais en fait, fondamentalement, bon. Il se pose plus la question de la prospérité économique, il se pose plus la question de la productivité, c'est vraiment le strict minimum en fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'économie réelle n'est plus importante dans son monde. En fait, tout peut être automatisé. C'est le principe des smart cities, c'est des villes qui peuvent fonctionner sans humains. C'est l'application de l'idéologie cybernétique, c'est-à-dire le fondement de l'idéologie cybernétique, c'est qu'on ne distingue plus qualitativement entre le vivant et le non-vivant. Les différences sont quantitatives entre le vivant et le non-vivant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, la différence entre moi et ma tasse de thé, ce sera la température. Par exemple, voilà, c'est un exemple de différence quantitative. Mais finalement, tout est nivelé en quelque sorte par le bas, tout est ramené au stade de l'objet. Nous ne sommes que des systèmes qui échangeons des informations. Voilà, et c'est ça. Et ça, c'est la vision de Bill Gates, entre autres, mais c'est la vision cybernétique qui... C'est une vision très égalitariste, en fin de compte. On se rend compte aujourd'hui que la pensée de gauche la plus radicale et la plus égalitariste a rejoint le capitalisme financier le plus bestial et le plus violent, d'après toi ? C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, le véganisme, tous ces trucs-là, en fait, ce sont des espèces de grandes tentatives de nivellement des différences. Le LGBT aussi, hein, au nom de la diversité. C'est ça qui est rigolo, quoi. On peut encore parler de droite et de gauche dans un système pareil. Non, ça c'est totalement obsolète. C'est fini. Il y a le peuple qui est dans la rue, qui essaie de se battre aujourd'hui, et il y a les élites qui sont à abattre. Alors en fait, je vais reprendre peut-être la vraie division, enfin la vraie, le vrai clivage. En fait, je l'emprunte un peu à un ami, Nicolas Bonal, qui avait écrit il y a quelques années. En gros, le pouvoir veut supprimer la viande, voilà, dans tous ses aspects. Non mais c'est ça en fait quand on y vient. Le pouvoir veut supprimer la viande. C'est-à-dire que bon, il y a 3 règnes. Il y a le règne minéral, le règne animal, le règne végétal. Bon, un règne doit disparaître. C'est le règne animal. En revanche, bon, les pierres, les cailloux, les métaux, etc., ça, on garde. Et puis, bon, le règne végétal, on peut le conserver aussi, parce que, bon, les plantes, c'est pas trop remuant, quoi. Enfin, c'est pas des plantes qui font des manifs, quoi. Ou qui votent mal. Donc, et en fait, après, ça m'a donné l'idée que, finalement, alors, que tout est mis en scène, enfin, tout est, comment dire, représenté, là, dans le roman de Houellebecq, la possibilité du Nil, où, en fait, à la suite d'une grande révolution, en fait, l'humain a été entièrement éradiqué, et remplacé par des clones, par des êtres en fait végétaux, des humanoïdes d'origine végétale, et qui pour vivre en fait n'ont plus besoin de manger. En fait, ils ont juste besoin de se mettre les pieds dans l'eau et de regarder le soleil, comme une plante. Et ils communiquent entre eux. Parce qu'ils sont un certain nombre, ils communiquent entre eux par écran interposé exclusivement. C'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent jamais, parce qu'ils sont très éloignés les uns des autres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Le salaire universel, le confinement généralisé et le transhumanisme. C'est ça, et la suppression non pas de l'organique, parce que les plantes c'est aussi de l'organique, mais la suppression de la viande, c'est-à-dire de l'animal. Parce que quand on regarde bien, quand on se met dans la peau justement d'un grand oligarque, son problème, c'est l'animal. Parce que l'animal prolifère. Le problème du pouvoir, c'est la prolifération. C'est parce que le pouvoir veut le contrôle. Par regroupement des sous-groupes, à la fin, on en arrive à cette conclusion que le problème, c'est pas seulement les humains, c'est aussi les animaux, qui de toute façon prolifèrent aussi. Voilà. Et donc de proche en proche, en fait, c'est la catégorie, c'est le règne animal qui pose un problème. C'est le règne animal qui est à l'origine de la violence sur Terre. Et donc là, on comprend aussi l'idéologie, kabbalistique, en fait. On va réparer le monde. La paix universelle et la Kabbale qui pense que à la création du monde, il y a eu des vases de lumière qui ont été brisés, donc il faut le réparer par la technologie. Voilà, par la technologie. Tikkun Olam. C'est ça, le Tikkun Olam, la réparation du monde, qui sera en fait une destruction du monde. Enfin, c'est en cours. Comment ? En supprimant le maillon faible dans la création. Et le maillon faible, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la violence, c'est l'animal.
j'intègre l'humain, même, bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en fait tout ce qui est organique fait en viande, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est très joyeux. Est-ce que tu as un message d'espérance? Quelque chose? Là, ce que je disais là tout à l'heure. On gagne à la fin ou on perd? Moi je compte sur la révolte des élus locaux. Voilà. Et puis aussi du corps médical. Enfin, je veux dire, là, ça bouge. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'exprimer. Il y a des collectifs qui se montent là, que ce soit en Allemagne, c'est celui qui avait plus ou moins organisé la manif à Berlin. Et puis en France, ça commence à se construire. Il y a notamment une association là qui vient de se lancer. Et puis il y a Silvano Trotta, il y a Valérie Bugot, il y a Martine Vonner et Christian Perron qui ont lancé en fait, et puis d'autres personnes que je connais pas. Enfin bon, là je parle de ceux dont j'ai retenu le nom, qui ont lancé une association qui s'appelle Bon Sens. Voilà, évidemment, c'est pas pour rien que ça apparaît en ce moment. Quand on connaît en fait le discours tenu par toutes ces personnes, fondamentalement, c'est la dictature sanitaire qui se met en place, qui les a motivés. Donc voilà, et on peut s'y inscrire. Donc il y a les membres fondateurs, c'est les quelques personnes dont je viens de donner le nom, mais on peut s'y inscrire en tant que membre. Je vais le faire. Voilà, il faut lancer comme ça des initiatives, mais on ne gagnera pas sans les élus locaux. Ça, c'est parce que précisément, en fait, c'est plus facile à convaincre que le flic de terrain, que le flic dans la rue. Le flic dans la rue, il obéit. Il n'y a pas à parler avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas à leur parler, pour essayer de les convaincre, pour essayer de les retourner. Ils obéissent aux élus locaux. À partir de ce moment-là, par contre... Aux préfets aussi. Par contre, là, les préfets, c'est plus compliqué. Effectivement, les préfets ne sont pas élus, ils sont nommés, si je me souviens bien. Mais justement, en fait, dans la mesure où on aura un maximum d'élus locaux avec nous, on aura en fait des représentants de l'autorité officielle. Et si le pouvoir de Paris commence à attaquer physiquement les élus locaux, eh bien, il lance la guerre civile. Mais sur des bases saines. Quand je dis des bases saines, c'est-à-dire avec un clivage clair. Ce ne sera pas un truc là, avec des conflits triangulés, etc. Là, on aura... Non, mais là, c'est plus un conflit triangulé à ce niveau-là. Là, on est vraiment sur, en fait, des prises de position. Il n'y a pas de malentendu. Ce que je veux dire, c'est que si le pouvoir, si le ministère de l'Intérieur commence à dire aux forces de l'ordre, vous allez attaquer les élus locaux, là, on rentre dans un mécanisme, dans un processus de guerre civile. C'est de déconstruction en fait du système actuel. Il ne faut pas hésiter en fait, je veux dire, parce que... Tu as vu ce qui se passe justement à propos? Aux États-Unis, on voit des choses un petit peu similaires entre plusieurs États profonds qui se font une guerre absolument terrible. On le voit avec le mouvement Black Lives Matter. Ils sont quand même à 2 doigts de la guerre civile, avec de la même manière... alors c'est pas un État aussi centralisé, mais on voit bien quand même un clivage se faire. Tu penses que ça va venir, si ça part là-bas, ça part aussi chez nous? Alors moi ce que j'espère en fait c'est... comment dire ça? Parce que les guerres civiles, une guerre civile par exemple sur une base raciale, par exemple aux États-Unis, ce serait totalement manipulé. On le sait, il y aurait... là ce serait un conflit triangulé, etc. Donc c'est malsain parce que tous les acteurs du conflit ne sont pas visibles. Donc je ne souhaite pas ça. Voilà. En revanche, une guerre civile où tous les acteurs sont visibles, c'est ça ce que j'appelle une guerre civile saine. Un peu idéaliste. Mais non, c'est mécanique. Ce que je veux dire, c'est que si le pouvoir central parisien commence à donner des ordres pour foutre en tôle ou pour attaquer, pour réprimer les élus locaux, là on est sur une base de guerre civile saine. C'est-à-dire où tous les acteurs sont visibles et tous les acteurs explicitent leurs raisons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le même paysage cognitif, le même paysage psychologique, informationnel. Tu vois, moi ce que je veux, c'est que les choses soient claires. Ensuite, advienne que pourra. On est toujours dans des rapports de force, donc que ce soit une guerre civile ou autre chose, peu importe. De toute façon, la guerre, quelque part, il y a toujours des guerres civiles, en fait, sauf que elles sont à fleur et moucheté entre les administrations, au sein des États profonds, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rendre cette guerre civile larvée au sein de l'État profond, au sein de l'État. Il faut la rendre visible. Donc quelque part, il faut pousser même en fait Paris à devenir de plus en plus despotique avec les régions. Il faut renforcer la décentralisation.
Il faut que les municipalités, etc., aient le plus d'autonomie possible par rapport à la dictature sanitaire. Hein, je parle bien de ça, là, par rapport aux mesures là, qui nous tombent sur la gueule, puisque normalement, ça doit durer jusqu'en 2022. Hein, et encore, à mon avis, c'est juste comment dire, une entrée en matière. Hein. Ça, c'est les ordres qui ont été donnés, notamment par Limbower ou d'autres. Hein. Ça doit durer jusqu'en 2022. Alors, évidemment, ils n'ont pas formulé ça comme ça, ils ont dit ça va durer jusqu'en 2022. En fait, ça doit durer jusqu'en 2022. C'est pour ça que là, ils essayent de faire traîner le truc en longueur. Tu crois pas qu'il y a quand même un grand danger, c'est que la France disparaisse complètement, puisque la France a toujours été bâtie sur le centralisme, et qu'au final, on se retrouve dans un espèce de gigantesque Reich? En fait, il faut voir les choses de manière tactique. Hein, c'est-à-dire... que s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de France, en fait. Oui, mais bon, là, en l'état actuel des choses, l'État avec un grand E, avec un grand E accent aigu, est totalement vérolé. Enfin, il y a déjà plus d'État en réalité. Enfin, je veux dire, c'est une mafia. Occupant. Oui, voilà. Donc en fait, c'est un état d'occupation que je ne reconnais pas comme tel. Enfin, je veux dire, que je ne reconnais pas comme légitime. Moi, je ne remets pas en question le fait que Macron ait été élu par 20 millions de bulletins dans les urnes. Ça, parce que bon, quand on fait les bureaux de vote, bon, on voit bien que ça correspond à la réalité. Voilà. Donc les gens voulaient Macron en 2017. Ils leur voudront encore probablement en 2022. Bon, sauf si le mec est carbonisé et que ses patrons estiment qu'on va mettre Rachida Dati ou Anne Hidalgo. Édouard Philippe. Ouais, je crois pas trop, non. Et bon, là, en l'état actuel des choses, je pense qu'il faut décentraliser au maximum dans la mesure où Paris devient fou. On a affaire à un despotisme intégral, des faux chiffres. Hein, les chiffres là, de la crise sanitaire, aujourd'hui, sont contestés par les mairies, enfin, par Marseille, par exemple. Quand il n'y a plus de confiance. La confiance est rompue. D'après toi, on ne pourra pas foutre les occupants à la porte aussi facilement, quoi. Ça doit passer d'abord par une reconquête des régions. Il y a un exemple récent, parce qu'après, bon, si on remonte à, je sais pas quoi, la révolution bolchevique ou 1789, le problème, c'est les informations. Il y a un phénomène très récent qui s'est déroulé, enfin beaucoup plus récent, c'est en 1989, la chute du mur de Berlin. Bon, voilà, comment ça a été possible? Enfin, c'est parce que, en fait, il y a eu, contamination de la population et retournement de la population, y compris des forces de l'ordre. Puisque quand les Allemands à Berlin ont commencé à attaquer le mur avec des pioches, là, les flics n'ont pas tiré dessus. Normalement, ils tiraient sur les gens. Enfin, voilà. Alors il faut se poser la question, comment on en arrive à ça? Comment on en arrive en fait à neutraliser, à désarmer les forces de l'ordre? Voilà. Bon, ça, il faut nécessairement que des ordres, que les chefs des forces de l'ordre leur disent. Les élus locaux, les conseils régionaux, c'est ça. Tout le système institutionnel. Moi, le jour où je les ai approchés, j'ai été convoqué. Oui, non, mais c'est la preuve que c'est la bonne manière. Là, il y a eu une alerte rouge, donc ce gars-là, il va falloir le neutraliser parce que précisément, il fait ce qu'il faut faire pour lancer un mécanisme révolutionnaire, c'est-à-dire travailler sur l'institution, au cœur de l'institution. Là, ce qui se passe à Marseille et dans d'autres villes, là, en Provence, c'est un mécanisme révolutionnaire fondamentalement. Et qui part des élus locaux, c'est-à-dire qui part en fait de gens qui sont au-dessus de tout soupçon et auxquels les flics obéissent. Non mais c'est pour ça que ça devient vraiment très dangereux pour Paris. Là je pense que je sais pas comment Paris va réagir, mais soit ils vont commencer à faire des erreurs. Parce que bon, dans l'affolement, parfois on se plante, quoi. Enfin, on fait des erreurs. Soit ils n'auront pas les moyens de réprimer. Parce que là, c'est une révolution là, qui part de Marseille. Faut quand même être conscient de ça. Quand on dit explicitement dans les médias « nous ne croyons plus les chiffres de Paris », du conseil scientifique, là, centralisé pour toute la France, et nous allons créer notre propre structure. C'est un début de sédition, quoi. Légale, sur le plan et donc territorial. Voilà. Et après, c'est la même chose avec la justice et tout le reste. Parce que tout le reste peut suivre. Et donc là, en fait, c'est le système de domination étatique parisien qui commence à se fissurer. Mais de l'intérieur. C'est pas des pauvres gilets jaunes qui réclament le RIC et qui ne sont pas écoutés. Là, tous les dossiers, les cahiers de doléances là, qui avaient été lancés, ils sont restés, ils sont en train de moisir au fond. Surtout que je ne suis pas bien sûr que les cahiers de doléances étaient faits de manière si démocratique que ça. Parce que la dernière fois que ça a été fait, on sait d'où c'est venu, des loges.
Il y a eu aussi effectivement des L'infiltration. Oui, voilà, c'est ça, et puis des trucages, quoi. Enfin, voilà. Des méthodes trotskistes. Voilà. Mais quand vous avez des élus, quand vous avez des gens du conseil municipal de Marseille qui disent les chiffres de Paris sont truqués, ou du moins en fait il y a une telle opacité que de fait les chiffres qui émanent de Paris ne correspondent pas à la réalité que nous voyons nous sur le terrain à Marseille. Non mais c'est colossal ce qui se passe en ce moment. Et bon, moi ça me donne beaucoup d'espoir. Et surtout que là effectivement ils disent voilà, nous espérons que l'exemple marseillais va se diffuser sur toute la France. Donc là, il y a effectivement un début en fait de révolte en fait des élites en réalité, parce que quand je dis les élites, c'est pas forcément des prix Nobel. Comment on fait de l'influence sur ces gens-là ? Sur Twitter par exemple, c'est-à-dire qu'il faut soutenir tous les. Là, Samia Ghali par exemple a fait un tweet pour annoncer justement la nouvelle là. Donc il faut retweeter à mort en fait. Retweeter à mort. Le problème c'est qu'on retweet une fois seulement, on peut pas plus. Mais il faut passer le mot, il faut qu'on agisse sur Twitter. Enfin, on avait lancé une initiative comme ça pendant le confinement, là c'était Stop Confinement avec Monsieur K et quelques autres personnes. Alors ça a marché, puisque de fait, les médias conventionnels se sont sentis obligés d'en parler. Donc ça veut dire que le mot dièse, là, Stop Confinement, était monté suffisamment haut. Mais il faut faire la même chose maintenant avec Stop Dictature Sanitaire. On a lancé ce mot dièse aussi. On a lancé aussi Épidémie est finie. Pas de deuxième vague. Voilà. Ce qu'il faut, c'est foutre dans la tête des gens que l'épidémie est finie. De fait, les chiffres de l'INSEE sont sans appel. Depuis le mois de mai, le niveau de mort, le nombre de décès est revenu à la normale en France. C'est de créer un contexte général. En fin de compte, là, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. L'objectif d'une publicité, c'est pas de vendre particulièrement un produit. C'est de créer un contexte, de créer une image de marque, créer, comme on disait avant, un standing qui va permettre par la suite, peut-être, d'acheter. Et en fin de compte, quand on fait de l'actualité, quand on fait de l'information, quand on fait du Twitter et qu'on multiplie ces opérations, ça crée un contexte psychologique qui effectivement amène à changer les comportements. C'est un petit peu ça, non ? Là, tu viens de faire un exposé de mémétique. En fait, ce qu'il faut, c'est contaminer un maximum de cerveaux pour atteindre le seuil démographique de bascule, où en fait on devient majoritaire. Et du moment où on est majoritaire, en fait, les minorités dominantes, quelque part, en fait, c'est pas qu'elles perdent le pouvoir tout de suite. Mais c'est-à-dire que déjà psychologiquement, elles sont obligées d'assimiler qu'elles n'ont plus le soutien populaire, et donc ça les inhibe automatiquement. Parce qu'après, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Il y a la répression. Il y a tout ça. Mais le problème, c'est que quand elles vont commencer, quand ces élites ultra-minoritaires parisiennes vont commencer à réprimer les élus locaux, ce sont ces élites qui vont lancer le mécanisme de guerre civile. Mais sur la défensive. Donc on a déjà gagné. Parce que du jour où elles vont lancer une guerre civile en étant comme ça en fait au pied du mur, en fait ça veut dire qu'elles ne maîtrisent plus déjà l'opinion publique, c'est-à-dire le cerveau collectif. Et donc du jour où en fait vous ne contrôlez plus le cerveau collectif, et c'est pour ça que je parlais là du mur de Berlin, mais il y a autre chose, parce que je suis d'accord, elles le perdent, on le voit depuis des décennies. Sauf qu'il y a aussi le confort. C'est-à-dire que les gens sont toujours quand même très attachés à leur confort. C'est-à-dire que même si ils sont plus d'accord avec les autorités, ils continuent de suivre parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, parce qu'ils ont peur de perdre leur voiture, ils ont peur qu'on leur retire la garde de leurs enfants. C'est ce que la dictature sanitaire va faire. Elle va vous faire perdre votre boulot, elle va vous faire perdre vos enfants. Parce que là, il y a des choses très inquiétantes qui se mettent en place, les séparations des familles, etc. Et puis ça a été dévoilé. Enfin, je veux dire, il y avait un type là, de l'OMS qui a dit, voilà, on rentrera chez les gens, on prendra les enfants, on prendra les vieux, etc. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Donc si vous voulez, en fait, le confort physique va cesser. Du jour où le confort physique cesse, en fait. En gros, c'était, je sais plus, Serge de Beketch qui disait, la révolution, c'est quand, en fait, on a plus faim que peur. Voilà. Moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire autour de moi aux gens. Est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait aussi leur dire ? C'est, très bien, vous avez encore du confort, mais il est résiduel. Est-ce que vous en rendez compte qu'il est résiduel, votre confort ? Et là, les gens s'en rendent compte.
Enfin, c'est là la fronde là, des restaurateurs de Marseille là, qui ont dit nous on s'en fout. Je veux dire, on restera ouvert jusqu'à minuit. Samia Ghali a demandé à la police de ne pas verbaliser les restaurateurs. Donc là, on est dans une fronde. Enfin, je veux dire, mais c'est énorme ce qui se passe. Mais il faut que ça aille plus loin, et ça ira plus loin forcément parce que justement la dictature sanitaire ne veut pas céder. Je veux dire, là en fait, les gens qui sont à l'origine de ça se disent bon, là on a une fenêtre de possibilité, il faut l'exploiter absolument. Parce qu'elle ne se représentera pas avant des décennies, peut-être même jamais. Donc, ils vont mettre le paquet. Ils vont tout faire pour que ça passe maintenant. On retweet, on partage, on n'hésite pas dans les groupes, essayer de faire prendre conscience peut-être aux jeunes qui sont un petit peu manipulés dans les mouvements sociaux, à droite, à gauche, au maximum. S'approcher des élus locaux. Comment on fait pour s'approcher des élus locaux, des conseils régionaux Il faut aller les voir, hein. C'est pas compliqué. Hein. Je veux dire, en fait... À la mairie, on fait comment ? En fait, il faut prendre les dates justement des conseils municipaux. Les conseils municipaux sont ouverts au public. Hein. Donc déjà, bon, ça permet de se mettre dans l'ambiance, de voir les rapports de force réels aussi qui existent, hein, puisque c'est pas seulement entre les partis, ça peut être au sein d'un même parti, voilà. Bon. Et puis surtout, bon, on peut contacter, hein, enfin justement sur Twitter, en fait, on peut s'adresser à certains élus locaux, oui. Enfin après, bon, c'est vrai que dans les grandes villes, ils sont un peu distants. Bon, c'est beaucoup plus facile de prendre rendez-vous avec le maire quand vous êtes dans un village de 300 personnes, c'est évidemment. Mais ça, quand vous pouvez le faire parce que vous êtes dans une petite agglomération, faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec le maire, et lui dire, monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que cette dictature sanitaire est excessive, que les mesures sont disproportionnées, et blablabla. Enfin voilà. Ce que j'ai pas bien compris, c'est là où ils veulent en venir. Parce qu'au final, d'un point de vue tout à fait structurel, l'État s'écroule sur ses propres contradictions. On le voit sur le plan social. Enfin, je veux bien qu'il crée de la dette à l'infini. Est-ce que ça serait pas mieux ou tout aussi intéressant de tout simplement pointer les contradictions du système pour y mettre la pagaille ? Jusqu'à cette année, le système occidental était en train de s'effondrer sur lui-même. Voilà. Donc là, je pense que c'est peut-être lié. En fait, il y a peut-être une relation de cause à effet. C'est-à-dire, il constate que ce n'est pas viable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, malgré tout, il y a encore des réactions populaires. Donc en fait, les contradictions du système affectent les peuples, qui commencent en fait soit à mal voter pour le pouvoir, hein, c'est-à-dire à voter pour les partis populistes, soit à gueuler, à faire des manifs, etc. Donc il faut absolument maintenant lancer la bataille finale, hein, pour les mondialistes, hein, la bataille finale qui consiste à enfermer les gens chez eux, tout en ouvrant les frontières, hein, à l'immigration. Enfin là, il y a une contradiction majeure. Là, il y a Ursula von der Leyen, la Commission européenne a produit plusieurs documents pour dire on va renforcer encore l'immigration, etc. Pas un mot sur la pandémie. La pandémie, c'est pour l'Européen. C'est pas pour les Africains qui vont venir chez nous. Il n'y a pas un mot. Il y a 3 documents. Mais ils ont pas d'autre choix. Les gens font plus d'enfants. On fait comment pour maintenir le système économique si les gens... La natalité des Blancs, puis voilà, c'est ce que fait la Hongrie, c'est ce que fait la Pologne, c'est ce que fait la Russie. Bon, c'est pas que les Blancs, puisqu'il y a une forte population asiatique aussi, mais enfin, on sponsorise la natalité nationale, enfin la natalité locale. On peut le faire, puisqu'il y a des gouvernements qui le font, voilà. Et ça coûtera évidemment moins cher, hein, que d'organiser des flux migratoires très coûteux, en fait, économiquement et humainement. Tu comprends, Lucien, ça va faire perdre le pouvoir aux banquiers de faire ça. Ils vont arrêter d'endetter les pays et puis, d'une pierre deux coups, remplacer les Blancs qu'ils détestent. Donc, c'est pas possible. Ah, oui, non, mais c'est pour ça qu'effectivement, ils ont décidé en fait d'en finir avec justement les Européens, entre autres, hein, mais pas que, avec cette... Parce que alors, après, on va me dire, oui, mais regarde, en Chine, ils ont confiné aussi. Ils n'ont pas confiné tout le pays, ils ont confiné une région, et ensuite, ils ont déconfiné dès que c'était fini. Donc là, en fait, c'est là où il y a une distinction à faire entre les gouvernements qui restent dans le réel, hein, qui constate qu'il y a un virus, il y a un problème de santé publique. Quand c'est sous contrôle, ils déconfinent et puis c'est tout. Et là, en Chine, ils ont même organisé à Wuhan, donc le centre de point de départ de l'épidémie, ils avaient organisé une grande fête, sans masque, sans distanciation sociale, au mois d'août, pour envoyer un signal fort, hein, pour dire, voilà, chez nous c'est fini. Et donc maintenant, si ça continue ailleurs,
attention, demandez-vous si c'est pas dans le virtuel que ça continue, parce que dans le réel, c'est fini. Donc nous, en fait, en Europe, c'est arrivé avec 2 mois de retard par rapport à la Chine. Donc on peut concevoir que dans le réel, ça continue avec 2 mois de retard. Donc, puisque en Chine, c'est fini depuis le mois d'août, logiquement, en octobre, en réalité, c'est fini depuis le mois de mai en France. Je renvoie encore les gens sur le nombre de décès, toutes causes confondues, c'est les chiffres de l'INSEE. Depuis le mois de mai, c'est revenu à la normale. De toute façon, il y a des intérêts colossaux, et pas uniquement franco-français. Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement le Pasteur, enfin l'Institut Pasteur qui a des vaccins à vendre. Non, il y a aussi une vision du monde. Ce que disait Alain Bauer, la distanciation sociale doit devenir la nouvelle forme du lien social. Il l'a dit en vidéo dans son salon, là, comme tout le monde faisait à une époque. Bon, c'est énorme. Enfin, je veux dire, là, le but, c'est vraiment de vider les rues, voilà. Comme ça, bon, quand il y aura la crise économique et que les banques vont commencer à se servir sur les comptes des épargnants, personne n'osera sortir puisqu'il y a le virus, voilà. Donc le but, c'est de vider les rues, ça permet de faire du contrôle social à moindre frais, il n'y a même pas besoin d'envoyer les flics ou alors des patrouilles, etc. Supprimer la viande, puisque c'est fondamentalement l'animal, enfin le règne animal qui pose problème, en fait, quand vous êtes comme ça au sommet du pouvoir. C'est tout ce qui bouge, ça pose problème en réalité. Tous les anciens clivages disparaissent. Maintenant, ce qui reste, c'est le bon sens, en fait. Enfin, en tout cas, le bon sens, l'instinct de conservation. Aujourd'hui, la ligne de front, elle se fait là-dessus. Elle se fait plus sur les clivages habituels. Sur la volonté de vivre ou de mourir. C'est ça, voilà, nous voulons vivre, voilà. Et en particulier, en relation avec l'actualité. Enfin, la dictature sanitaire est un révélateur, en réalité, de ce que les gens ont vraiment, je dirais, dans le pantalon, en quelque sorte, ou enfin, du moins, dans leur cœur, quoi. Enfin, dans leur tripes. Les gens qui réagissent sont ceux qui veulent vivre. Les gens qui réagissent pas, ou qui acceptent, ou qui dénoncent même, en fait, ceux qui portent pas de masque, sont ceux qui veulent mourir.